Bienvenue dans Haïti Capable, la série d'entretiens du programme des Nations Unies qui donne la parole à celles et à ceux qui construisent une autre image d'Haïti. Une Haïti d'opportunités, d'idées et de solutions. Aujourd'hui, nous recevons une figure incontournable de l'innovation haïtienne. J'ai avec moi Marc-Alain Boussicot. Comme vous le savez tous, il est économiste, entrepreneur, bâtisseur d'écosystèmes, fondateur de Bunge, un incubateur accélérateur, un espace de travail, mais surtout une source d'inspiration et d'impact. Comme vous le savez tous, avec des Expo, Haïti Tech Week, des bootcamps, des concours de pitch, il ouvre des voies nouvelles à une génération jeune et connectée et entrepreneuriale. Et justement, il est avec nous aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat, de jeunesse, d'intelligence artificielle et surtout d'avenir. Bienvenue Marc-Alain, ravi de t'avoir avec nous. David, c'est un vrai plaisir d'être avec toi. C'est un honneur et un plaisir d'être invité par le PNUD pour faire partie de Haïti Capable. Donc, j'espère qu'on va avoir une conversation relax, on va parler interview et on va parler innovation, on va parler technologie sur Haïti. Et ça va me faire plaisir parce que ce que vous faites est intéressant, parce que vous portez la voix et la narrative d'Haïti à un plus haut niveau et vous mettez les lumières sur ceux qui essaient de faire une différence ici. Donc, ça me fait très plaisir d'être là. Bon, Marc-Alain, avant tout, félicitations. Devesco vient de conclure, je pense, avec plein de succès. Tu nous en diras un peu plus, mais je vais commencer sur ton parcours personnel. Donc, tu sors de la prestigieuse Harvard, tu es passé par Washington, dans les banques de développement, BID, Banque mondiale, mais tu as décidé de créer ici et de concentrer tes efforts, autant au niveau personnel et professionnellement, sur Haïti. Qu'est-ce qui a motivé cette décision, alors que tu aurais pu rester dans le confort d'autres institutions, avec plus de sécurité, mais tu as décidé de prendre ce pari qui est en train de montrer beaucoup de résultats. Et je voudrais savoir justement quelle est la motivation, qu'est-ce qui t'a porté sur ce projet? Mon cher, je pense que la réponse à cette question, il faut aller un petit peu plus loin dans l'histoire pour savoir que je suis en fait un produit d'Haïti. Tout ce que je suis est haïtien. Je suis né ici, j'ai grandi ici. Donc tout ce qui a rapport avec Harvard, MIT, Washington, la BID ou la Banque mondiale, c'est des choses qui sont venues après qu'Haïti m'ait offert mon point central. Donc, je pense que ça fait beaucoup plus de sens quand c'est en Haïti. Je pense que mon succès sera un vrai succès si j'arrive à le connecter avec ce qui est en Haïti et ce que j'ai commencé à construire en Haïti. Donc, je suis ici aussi parce que je suis fasciné par la complexité de ce challenge-là. En tant qu'Haïtien, je pense que partir à l'étranger, ça te construit, mais ça ne doit pas t'éloigner. Donc, je suis entre Haïti et le monde maintenant. Donc, je ne suis pas cloisonné dans un espace. Je voyage, mais partout où je vais, je pense à comment ça peut se connecter avec Haïti, comment ça peut améliorer la situation en Haïti, comment ça peut faire une différence. Donc, aujourd'hui, je me vois entre Haïti et le monde, mais avec mon cœur entièrement ancré en Haïti. Et c'est là que ça fait du sens et je suis content de faire ça. Bon, cœur et passion sont les fondements de toute action, de créativité. Et je pense que tout est là. Commençons par Bunge, qui est un de tes bébés, tu en as des multiples. Bunge est un espace que tout le monde connaît, mais avant tout, c'est une impulsion d'une certaine culture, une certaine façon de voir les choses, une certaine dynamisme d'innovation que tu inculques à des nouvelles générations. Est-ce cela un début d'un mouvement et comment peut-on avoir d'autres Bunge aussi dans le pays de façon à qu'il y ait un effet multiplicateur? Je sais que tu es au début d'une mouvance et tu as précédé les temps, mais j'aimerais bien savoir quel est l'effet de levier et aussi de donner des idées à d'autres et d'impulser d'autres acteurs comme toi un peu dans cette lignée. Bunge est un mouvement grassroots, ancré vraiment dans les communautés. Et c'est aussi un mouvement qui a pris plusieurs étapes. Et c'est un mouvement aussi que je vois grandir et qui est peut-être appelé à être beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant dans les communautés. Bunge, c'est d'abord le rassemblement de quelques jeunes qui voulaient faire quelque chose de différent, incrémenter d'événements innovants. Et plus tard, quand on a fait notre partenariat avec Google et avec Meta en Haïti pour pouvoir créer le coworking space et les programmes d'innovation, d'entrepreneuriat, des partenariats aussi avec des partenaires locaux, Access Haïti, Digicel, Sogebank, pour pouvoir vraiment créer cet espace. Et aujourd'hui, cet espace est l'émulation d'un écosystème. Et c'est là où on peut voir le futur parce que là, ce qu'on représente et notre capacité à exécuter en Haïti et à mettre ensemble des gens est en train de crier pour plus. Et là, on veut se dire qu'on aimerait qu'il y ait plus de partenaires qui viennent autour de ça, qu'il s'agisse des partenaires internationaux, le secteur privé, l'État, le secteur d'éducation, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer un mouvement, parce qu'au final, ce qui m'intéresse et ce que Bunge veut être, c'est cette intersection, cette source d'innovation qui permette à ce qu'il y ait des projets innovants
qui puisse supporter l'entrepreneuriat en Haïti pour qu'il y ait beaucoup plus de croissance économique, pour qu'en fait, au final, l'Haïtien puisse vivre son vrai et son plein potentiel. Donc, je pense que le futur s'annonce intéressant dans la mesure où je pense qu'il y a d'autres narratifs qui sont en train d'être créés comme celui que tu es en train de faire aujourd'hui en Haïti, toute la mouvance, toute l'innovation qui s'en vient. On a beaucoup plus d'intérêt des acteurs. Donc, on peut trouver vraiment des synergies qui sont des synergies gagnantes pour qu'on puisse avoir d'autres initiatives, pas forcément des Banges en fait. Tu vois que l'impact de Banges puisse aussi inspirer d'autres personnes à commencer. Je vois déjà des choses comme ça qui se passent au Gonaïve, au Cap-Haïtien, dans le Sud. Plus de jeunes veulent se mettre ensemble, plus de jeunes veulent mettre des ressources ensemble. Donc, Banges veut vraiment être ce stimulateur qui puisse pousser l'énergie et pousser des compétences, mais aussi pousser les partenariats. Je pense que c'est possible. Et nous en sommes convaincus et nous sommes ravis d'avoir un partenariat avec Banges depuis le PULT. Ouais. Je veux te citer. Tu dis toujours Haïti n'est pas en retard, elle est ailleurs. J'aimerais bien comprendre un peu qu'est-ce que tu veux dire par là et surtout la mettre en relation avec justement l'événement d'Evexpo où tu as appris les jeunes à pitcher, tu les as motivés. J'ai vu que 17% des participants, et il y avait à peu près 1000 personnes, ce qui est énorme, ce qui montre l'engouement, l'intérêt, mais 17% d'entre eux étaient des jeunes entrepreneurs. Donc, ce n'était pas simplement des étudiants, mais des gens qui, justement, sont en train de transformer des réalités économiques et sociales et qui apportent de l'innovation, de l'engouement et de la passion avec de la technologie et l'entrepreneuriat. Comment tu te ressens? Et j'aimerais bien en savoir un peu plus de cet Haïti qui est ailleurs et qu'est-ce qu'il faut faire à ce propos. Moi, je pense que le potentiel d'Haïti est là. On a une jeunesse qui a vraiment un désir profond de changer sa réalité. On a une jeunesse qui en fait ne compte presque plus sur l'État pour pouvoir changer sa vie, qui veut être au centre. Et ça se passe aussi dans une dynamique mondiale où en fait la jeunesse veut vraiment faire partie de la solution, ils veulent s'impliquer, ils veulent créer la richesse. Donc dans cette dynamique-là, je pense que Haïti a beaucoup d'opportunités, mais pas assez de conditions sont réunies pour ces jeunes-là. Donc c'est pour ça que nous pensons que quand on crée des espaces comme DevExpo, d'abord, c'est de l'espoir, que les jeunes peuvent vraiment être au centre de leur destin, qu'ils peuvent vraiment créer la richesse. Mais je pense que pour que Haïti se positionne de manière beaucoup plus pertinente, il faudra créer beaucoup plus de conditions. Et je pense que l'une des choses qui m'inspire quand je vois ces jeunes et apprendre à pitcher et qui essaient des startups qui sont difficiles, qui meurent, j'ai vu beaucoup de startups mourir aussi, c'est la réalité, c'est parce que ils veulent vraiment s'impliquer. Et ce que nous apportons comme ressources, c'est ce qu'ils trouvent et ils sont prêts à sauter sur tout ce qu'ils trouvent. Tous les concours, quand on fait nos concours à Banges et qu'on ouvre des programmes, on a des milliers de participants qui veulent participer, qui veulent rentrer dans cette mouvance. Mais je pense que Haïti est en train de se créer cette voie, mais il faut vraiment beaucoup plus de gens qui soient impliqués pour que les ressources soient utilisées mieux, qu'on mette l'accès à l'Internet. Moi, je pense qu'il faut créer les conditions et laisser les jeunes vraiment continuer à pousser. Et l'une des choses qui m'étonne souvent chez ces jeunes-là, c'est leur capacité à vouloir faire avec si peu. Et j'imagine qu'est-ce qu'ils pourraient faire s'ils avaient beaucoup plus. J'arrive sur ce point. Donc, nous avions parlé il y a quelques jours justement de cette opportunité qui aujourd'hui, dans le cadre mondial, avec les nouvelles technologies, est un élément de levier et moteur pour le développement. Et Haïti n'en est pas exclu, au contraire, c'est une opportunité, mais le train est en train de passer maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'Haïti ne perde pas justement ce train qui est en train de passer? On parle d'intelligence artificielle, on parle de big data, de blockchain et d'autres technologies qui aujourd'hui sont à la disposition de tous et de toutes, qui peuvent être des éléments de développement. Et comment on peut faire en sorte pour que cette jeunesse profite de cette opportunité et ne perdent pas justement le momentum qui s'offre aujourd'hui. Tu vois, Xavier, et la chose la plus pertinente et la plus puissante qu'on peut imaginer avec ce qui se passe avec la technologie aujourd'hui, c'est qu'à chaque bond technologique, parce que finalement l'IA c'est un nouveau bond, à chaque bond technologique, le monde se retrouve au même niveau. C'est-à-dire quand il y a une nouvelle technologie qui sort, les États-Unis, Haïti, les pays en Afrique, en Europe, tout le monde s'adapte en même temps. Donc, ça crée l'opportunité pour le leapfrogging. Ça veut dire que Haïti peut aller aussi vite que notre pays, mais il faut se préparer. Je pense que tout le travail qui doit être fait pour qu'Haïti puisse grandir et grandir vite, c'est de vraiment mettre l'accent sur créer les conditions. Laisser la jeunesse exploiter les opportunités,
Mais nous, notre travail, que ce soit en tant qu'incubateur, en tant qu'organisation internationale, l'État, ou quel que soit le niveau d'influence, il faut s'assurer de créer les conditions. Et pour moi, les conditions, c'est accès à l'électricité. Okay. Il faut résoudre ce problème parce que les gens peuvent se connecter directement s'ils trouvent l'accès à l'électricité. Évidemment, l'accès à l'Internet, parce que le monde est interconnecté. Il faut s'assurer que cette base soit couverte parce que les gens vont eux-mêmes apprendre. Et moi, je pense aussi qu'il faut créer des emplois sur la technologie. Et pour cela, il faut libérer la fintech. Il faut créer des opportunités pour qu'une personne puisse se dire, je vais créer de la valeur, monnayer cette valeur pour pouvoir construire dessus. Et je pense qu'il faut aussi un gros travail qu'il faut peut-être faire en termes de régulation, parce que les régulations bougent vite à l'étranger, mais il faut le minimum, parce que les régulations permettent de dérisquer les situations d'investissement ou les opportunités pour qu'Haïti soit au moins à un niveau standard avec le monde. Donc, gérer les questions d'infrastructure, gérer les questions de fintech et de régulation, et au final aussi maintenant, offrir à la jeunesse ce qu'ils doivent regarder. Regarder ce qui se passe ailleurs, regarder ce qui est possible ici. Les apprendre à mieux connaître leur pays, à identifier les problèmes et laisser le reste de l'énergie de la jeunesse vraiment s'accaparer de tout ça et de cuisiner une Haïti qui puisse se positionner dans le monde. Je pense que c'est absolument possible et notre travail, c'est de vraiment créer les conditions. Donc revenons à ces conditions, ces fondamentaux pour libérer cette jeunesse, sa créativité, son esprit entrepreneurial. Tu as parlé de connectivité, tu as parlé d'électricité. J'aimerais bien parler du thème d'éducation. Comment tu vois, est-ce un facteur essentiel qui doit rentrer dans cette équation? Et là, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer. Est-ce une éducation d'école ou vocationnelle, les deux? Mais comment tu vois cet élément qui est une composante aussi importante pour former cette jeunesse haïtienne, pour mieux s'approprier et mieux développer ces nouveaux outils dans un cadre d'un projet entrepreneurial ou personnel? L'éducation est fondamentale. Je pense que d'abord, déjà, l'éducation de base est un problème à résoudre en Haïti, dans un monde où on parle d'IA. Il faut définitivement faire deux choses. Premièrement, éduquer les potentiels consommateurs, ceux qui vont utiliser cette technologie. Elle ne pourra pas exister si les gens ne comprennent pas, ne savent pas lire ou écrire. Mais en même temps aussi, faire ce que j'appellerais le upscaling des compétences qui peuvent créer aussi sur la technologie. Parce que il faut faire très attention, parce que le monde avance vite. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver au banc des consommateurs et ne pas être au banc des producteurs. Donc, il faut que la politique publique puisse vraiment toucher les deux. C'est-à-dire permettre à la population d'avoir accès à l'éducation parce que c'est fondamental pour pouvoir consommer dans un monde de technologie, mais aussi s'assurer que les nouvelles technologies sont enseignées. L'avantage qu'on a, par exemple, avec les technologies comme l'IA qui viennent, ils permettent maintenant de aussi condenser la formation, permettre aux gens de court-circuiter les modèles anciens pour aller plus vite. Donc, on peut tout apprendre sur Internet aujourd'hui, qu'il s'agisse même de YouTube ou de faire des conversations avec ChatGPT. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre et aller vite. Donc, il faut aussi, quand on parle d'éducation, s'assurer aussi que cette éducation-là, elle se retrouve accessible par rapport aux plateformes qui existent, mais aussi que la population soit prête et quelles sont les conditions de base pour pouvoir construire sur la base de ce qui existera ailleurs. Donc, c'est tous ces éléments-là d'éducation qui sont importants de toucher et que, malheureusement, on ne sent pas assez qu'il y ait des politiques publiques qui comprennent assez ces situations-là ou qui agissent dans cette direction. Mais je pense que chasser le naturel, il revient au galop. En créant les conditions, les éléments viendront, mais il faut se demander est-ce que l'État doit rattraper la technologie ou la technologie va attendre l'État. Donc c'est un débat important et je pense qu'il faut la conscientisation par rapport à ça et qu'il faut continuer aussi à agir dans cette direction-là parce que l'éducation elle est fondamentale pour pouvoir permettre de construire. Très bien. Maintenant, parlons d'une chose. Revenons à ces 17% de jeunes qui étaient entrepreneurs. Dans ton travail avec Munch, tu as un accélérateur, c'est-à-dire que tu passes au-delà de l'incubation, donc d'appuyer une idée d'un entrepreneur pour la lancer, développer son produit ou son service à une entreprise qui est déjà en train de monétiser son projet économique, qui veut passer à une autre échelle. Et là, on passe de cette fameuse accélération. Et là, un des points fondamentaux, c'est l'accès au capital pour justement passer à l'étape supérieure. Et on sait que c'est un capital qui doit être plus patient, avec une aversion du risque un peu différente, ou une tolérance du risque, et qui est extrêmement rare. Comment on peut justement discuter de cette réalité? Parce que cette impulsion de prise de participation d'un capital qui s'associe à un projet économique d'un jeune qui a déjà une entreprise qui commence à donner des résultats est quelque chose de rare. Comment on peut motiver avant tout du capital haïtien
et naturellement du capital qui vient au-delà des frontières. Est-ce que tu as quelques idées? Et je sais que c'est une question, non, c'est une question complexe. Mais fondamentale. C'est une question complexe. Moi, je pense qu'il y a plusieurs éléments. Et j'ai passé beaucoup de temps à MIT. J'ai vu des gens écrire des chèques pour des entrepreneurs pour des raisons que j'arrive même pas à comprendre jusqu'ici. Et ce que les gens, en fait, ce que j'aimerais peut-être dire, qu'on ne dit pas assez souvent sur les plateformes, c'est que même aux États-Unis, avec des taux de risque élevés pour les startups qui meurent, l'investissement fait aussi bouger l'économie. C'est-à-dire, dans des écosystèmes comme la Silicon Valley, à la rigueur, c'est pas grave qu'un investisseur perde son argent parce que l'argent est reconverti dans l'économie et achète des biens et des services. Par exemple, une grosse plateforme tech avec une venture fund qui investit dans des startups, en fait, la plupart de l'argent est consommé sur les plateformes cloud, ils achètent des services de ces mêmes compagnies encore. Donc, il y a un cercle vertueux même de l'investissement qui se perd si les startups ne réussissent pas. Ça, c'est une mentalité qui n'est même pas existante ici en Haïti. Je pense que la première étape de la question, c'est comment générer un peu de confiance dans ce secteur d'investisseurs, de secteur privé, qu'ils puissent se dire, écoute, si je mets 10 000 $ sur une startup haïtienne, je suis en train de contribuer à des services en Haïti et peut-être à des startups qui pourraient peut-être grandir et venir aider ma propre entreprise ou venir collaborer avec ma propre entreprise dans le futur. Donc là, il faut de la sensibilisation, il faut qu'on parle en fait au secteur privé haïtien qu'ils peuvent devenir des anges. Tu vois, il n'y a même pas de réseau d'investisseurs anges qui existe en Haïti. Donc il y a tout un travail qui doit se faire sur d'abord accepter que c'est un secteur risqué et il faut investir dans les talents locaux parce qu'il faut tout simplement le faire d'abord. Ensuite, il y a un travail, je pense, qui est important aussi au niveau des entrepreneurs. Pour moi, c'est la question des données. Il n'y a pas assez de données qui puissent prouver la pertinence des projets. C'est-à-dire, les entrepreneurs ne peuvent pas trouver les chiffres pour dire voilà le nombre de consommateurs que j'ai. Et ils n'ont même pas les capacités de commencer quelque chose pour créer un prototype. C'est là que tu vois, le financement, des financements petits pour qu'ils puissent créer des prototypes est important. Parce que ces prototypes génèrent de la donnée qui puissent convaincre les investisseurs. Donc, tout ça, c'est des éléments culturels. Et je peux passer à un autre niveau pour dire qu'est-ce qui freine encore l'investissement? C'est le niveau de risque général. Tout le monde a peur. C'est ce que j'appelle, moi, le short-term economics. Quand on est en short-term economics, tout le monde veut voir du retour demain. Même l'investisseur qui met 5 000 $ dans une startup, il veut des profits après-demain. Donc, comment vraiment conscientiser les gens pour dérisquer l'économie, pour qu'il y ait plus de liberté et plus de souffle pour pouvoir investir dans des trucs de long terme. Et au final, je pense que la régulation sera quand même un problème parce que comment faire venir, par exemple, des investisseurs des États-Unis et qu'ils viennent investir en Haïti? La régulation ne permet même pas de pouvoir, sans contourner le risque qui existe déjà, le risque pays, pour qu'il y ait des gens aux États-Unis qui se disent, moi, je vais envoyer de l'argent, investir en Haïti, etc. Donc, la régulation doit permettre ça. Il faut dérisquer le pays et il faut aussi changer les mentalités pour que les gens puissent avoir confiance qu'une start-up haïtienne peut réellement faire de l'impact et qu'on puisse créer ensemble. Donc, je pense que c'est une question complexe. Ouais. Il y a un ensemble de niveaux qu'il faut attaquer, mais il faut commencer à les attaquer. Yeah. Il faut commencer par créer ce premier fonds d'innovation qui puisse permettre de créer les prototypes. Ça va générer de la donnée. Il faut qu'il y ait des réseaux d'investisseurs anges qui se créent pour que les conversations sur le changement de mentalité puissent commencer. Il faut travailler sur les régulations et il faut aussi travailler sur comment attirer les gens de l'international. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut toucher pour qu'enfin, on puisse arriver à un stade où on se dit, voilà, on arrive à trouver de l'investissement pour les startups en Haïti. Je reste sur ce sujet. Y a-t-il aujourd'hui, tu n'as pas donné les noms, mais des startups que tu penses qui ont ce potentiel et qui peuvent attirer ce capital qui est anticyclique, qui a une plus grande prise de risque et qui puissent, disons, s'associer à ces projets, sachant qu'on sait très bien qu'une fois que quelques startups ont du succès, il y a un effet d'entraînement. Le capital suit le capital. S'ils font de l'argent avec une startup, ça ouvre les esprits. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, dans ton horizon, et tu en vois beaucoup d'entreprises, de jeunes entreprises, des entreprises que tu penses qui, avec un peu de patience, peuvent arriver à ce stade et peuvent être des éléments de déclic et pour montrer que justement une réalité investissable ici en Haïti? Il y en a quelques-unes.
La question, c'est qu'ils sont aussi enfermés dans le cycle court de l'économie, qui les rend aussi difficiles à faire les mouvements brusques, forts, pour qu'ils puissent avancer. Par exemple, à DevExpo, on a une start-up fintech qui était même un sponsor de l'événement. Donc ça, c'est un entrepreneur qui se dit, je veux positionner ma fintech, je veux avancer. Cet entrepreneur a commencé en Haïti, il est parti à l'étranger, mais pour pouvoir de trouver des investisseurs internationaux, ils ont dû ouvrir aussi une version de l'entreprise aux États-Unis, donc pour la placer dans l'écosystème où ils peuvent recevoir de l'investissement pour grandir. Donc, il y a trop de subterfuges qu'il faut faire pour qu'ils puissent vraiment continuer à avancer. Donc, même les startups les plus prometteurs sont face aux risques pays auxquels même les entreprises établies font aussi face à ça. Donc, c'est difficile à tous les niveaux. Mais je pense que il y a des histoires à succès qui ont de la valeur, qui peuvent grandir sur le futur. Mais ça ne veut pas dire que c'est des startups parfaites, ready to invest. Okay. Parce que ce qui, au final, qui pose des problèmes sur Haïti, c'est qu'il faut améliorer les conditions pour toutes les startups en Haïti, c'est-à-dire il faut améliorer l'écosystème. Mais il n'y a pas seulement aussi l'idée, c'est que les startups, ça ne prend pas de temps aussi non plus pour pousser. Tu vois, une fois que les conditions sont créées, moi, je pense qu'il y a une énorme opportunité dans la diaspora haïtienne. De gens qui sont, tu vois, des anciens de Google, des anciens de Amazon, qui veulent créer des startups en Haïti. Donc, créer un prototype, ça se fait rapidement. C'est créer le business model, trouver l'environnement qu'il faut. C'est ça le challenge. Parce que si ces conditions sont réunies, il y aura des gens partout à vouloir créer des trucs en Haïti et l'effet va se multiplier rapidement. Ce n'est pas une affaire de petites startups ou de grosses startups. C'est une affaire de comment créer les conditions pour que ceux qui se créent puissent s'épanouir rapidement. Très bien. Je t'ai écouté dans la branche lorsque tu m'as reçu et que tu donnais des formations aux jeunes. Et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils te disent ces jeunes quand ils viennent te voir. Ils te disent, moi aussi je veux monter une affaire, je veux développer une technologie. Quelles sont les grandes motivations et comment tu les canalises un peu dans la bonne voie, sachant que tout commence par une idée, de l'enthousiasme et après, naturellement, un esprit entrepreneurial. Mais qu'est-ce que tu reçois comme motivation, enthousiasme des jeunes sur la base de tes contacts avec eux via la plateforme Bunch? Tu sais, la chose la plus constante que je dois moi-même aussi lutter contre quand je rencontre ces jeunes, la première chose, c'est qu'ils sont tous motivés, ils veulent changer leur vie. L'entrepreneuriat, c'est le chemin qu'ils ont choisi pour grandir. Ils veulent devenir des entrepreneurs, etc. Mais en même temps, ils doutent. Ils doutent du système, ils doutent que les conditions sont là, ils doutent qu'ils peuvent même réussir. C'est-à-dire, c'est ce mélange constant entre je veux, mais ce pays ne va pas me laisser faire. Donc, notre premier travail au niveau de Bunch, c'est de casser ce mur. De leur dire, écoutez, on est là. On a les accès, on a des contacts. Et nous, il faut qu'on améliore notre capacité à avoir ces accès et ces contacts aussi. À déconstruire ce négatif en leur disant, as-tu essayé? Tu as appelé 3 personnes, est-ce qu'ils ont dit non? Donc, c'est vraiment un mélange du désir de grandir, du désir du succès, mais de se dire, peut-être que si j'étais ailleurs, ça aurait pu marcher. Je suis en Haïti, ça ne va pas marcher. Donc, c'est transformer de l'impossible au possible. C'est constamment ça qu'on est en train de faire à Bunch, de leur dire non, essayez petit, commencez petit. Il faut faire une chose, il faut faire 2 choses. Il faut avoir au moins un contrat. C'est tout ce travail-là qui est en fait notre daily, là, notre jour à jour. On est en train de débroussailler, de dire, ça c'est impossible, mais demain c'est possible. Ça on doit appeler une telle personne. C'est tout ce jeu qu'on fait tous les jours. Parce que c'est en fait même triste de voir comment toute cette belle énergie se heurte constamment à des murs, tout simplement parce que les conditions ne sont pas claires et que ces jeunes ne savent pas est-ce qu'ils vont réellement être capables de s'offrir ce futur dont ils veulent. So, c'est ça, mais ce qui me surprend, c'est aussi ils ne veulent jamais laisser tomber non plus. Tu vois, c'est comme se heurter comme un mur constamment et se relever et essayer encore, et essayer encore, et essayer encore. Et nous sommes fiers d'être là à chaque étape. Bon jour, mauvais jour, meilleur jour, moins bon, d'être toujours là pour pouvoir les accompagner. Oui, nous reconnaissons cette détermination et esprit entrepreneurial de la jeunesse haïtienne. Alors, faisons une chose. Allons dans le temps, dans un monde idéal. On est en 2030. Je dis ça comme un titre indicatif. La tech haïtienne est reconnue régionalement.
Qu'est-ce qui s'est passé pour y arriver? Quels seraient les éléments? Essayons de faire cette ingénierie en arrière dans le temps. Quels sont les éléments pour justement pour cette transformation? Rêvons un peu ensemble. Tu es porteur de ce rêve. Je pense que beaucoup de personnes vont t'écouter sur ce propos. Écoute, pour que je puisse me réveiller en 2030 et que la technologie aura changé Haïti, il faudra que chaque acteur ait pris le temps de comprendre son rôle et qu'ils aient joué leur rôle. D'abord, peut-être un ministère de la technologie et de l'économie numérique aura été créé en Haïti, ou d'une façon ou d'une autre, une priorité d'un gouvernement ou d'un État haïtien se dit, voilà, le numérique aura été une priorité et nous allons investir dans cette direction. C'est-à-dire, nous aurons compris que le numérique est important et qu'il y a un programme de l'État qui au moins met ensemble les ressources, au moins qui joue cet effet de convening power, de mettre des gens ensemble, qui aurait ce leadership. Parce que moi, je ne vois pas ce leadership aujourd'hui, au moins fédérateur, de dire, voilà, il y a cette priorité sur ça pour le faire. En tout cas, je ne le vois pas assez. Il faudra que le secteur privé haïtien soit conscient un jour que nous allons investir dans la technologie. Nous allons supporter des startups. Nous allons nous-mêmes peut-être créer des startups, qu'on aura un success story parce que le secteur privé haïtien aura compris le rôle de la technologie et qui aura investi là-dedans. Il faudra que le système éducatif haïtien puisse se dire, voilà, qu'est-ce qu'on a à offrir, quel genre d'entrepreneurs on veut mettre dans l'économie. On veut former les jeunes comment? Est-ce qu'on va former des entrepreneurs ou on va continuer à former des gens qui vont sortir et qui ne trouvent pas d'emploi parce qu'ils n'arrivent pas à coller avec ce modèle économique? Je pense qu'il faudra aussi avoir attiré de l'investissement étranger et qu'on aura convaincu notre diaspora ou qu'on pourra créer les conditions pour que notre diaspora puisse faire du transfert, pas seulement de remittances, pas seulement des transferts sans contrepartie, mais aussi de l'investissement en Haïti sécuritaire, où tout le monde peut rentrer et sortir, on peut inviter des investisseurs, parce que c'est aussi une belle opportunité de connecter les gens. Et aussi, il aura fallu que la communauté internationale ait compris l'importance du potentiel du numérique dans leur façon d'investir aussi sur Haïti. Peut-être qu'ils auraient priorisé l'accès à l'Internet et à l'énergie, parce que c'est des choses qui peuvent être résolues aussi avec du support de la communauté internationale, et que leur approche par rapport à Haïti aura permis aux Haïtiens d'embrasser leur futur beaucoup plus et leur donnant leurs moyens de créer l'économie qu'ils veulent. Il faudra que tout ça puisse se passer et nous espérons que aussi, quelque part, Bonjour a contribué à ça, à connecter ces différents partenaires, à mettre des idées à droite et à gauche qui aura permis de faire des projets qui stimuleraient cette direction-là. Avant de passer la parole avec quelques dernières considérations, les messages que tu aurais passés aux téléspectateurs, et je me permets cette question. Nous allons cheminons vers un processus électoral. Il est évident qu'il y aura des offres programmatiques des différents candidates et candidates qui ont l'ambition de gouverner ce pays. La partie économique est fondamentale de ce débat, dans ce débat public. Et justement, je voudrais savoir comment pourrait-on impulser aussi ce débat, pas simplement sur l'économique, mais le décliner sur la partie jeunesse, entrepreneuriat, technologie. Ça devrait partir, je pense, un élément essentiel de cette conversation. Et sachant aussi qu'aujourd'hui, nous avons une grande partie de l'électorat qui est jeune. Et je pense qu'il est très sensible à ces dynamiques. Donc j'aimerais bien t'écouter et peut-être passer certains messages de façon à ce que cela soit un élément de débat public et de construction de pays. Je te provoque. C'est une excellente question. Je pense que les élections approchent en Haïti, mais les candidats doivent savoir que la jeunesse a changé. Il n'y a pas eu d'élection en Haïti depuis quoi? Depuis plus d'une quinzaine d'années? C'est pas le même électorat. On a un électorat jeune, un électorat qui vit dans l'ère de la transparence, un électorat hyper connecté, qui est fatigué des promesses non tenues,
mais aussi un électorat qui sait aussi ce qu'il veut Ouais. dans un pays et dans un monde hyper connecté. Donc, il faudra que les programmes puissent proposer des modèles qui vont oser bousculer, aller vers le futur. Mais aussi, je pense que la meilleure chose qu'un candidat puisse faire aujourd'hui en Haïti, c'est de réconcilier Haïti. Ou une candidate aussi. Ou une candidate. Ouais. C'est réconcilier Haïti avec les Haïtiens et créer des modèles de société. Parce que je pense que il y a tellement de choses qui se sont passées, on a perdu un peu les repères. Et je pense que retourner vers les repères de créer une société moins inégale, une société d'opportunités, ou tout simplement une société où l'Haïtien soit content d'être à la maison. Je pense que ces éléments-là vont constituer des points importants pour convaincre un électorat dans une élection bien faite. Donc, tu nous laisses réfléchir sur ces éléments, mais je voudrais te donner les derniers mots aux téléspectateurs. Qu'est-ce que tu aurais passé comme dernier message, s'il y avait un message que tu aurais partagé avec eux et avec elles? Tes dernières réflexions, sachant que ces dernières réflexions que tu as eues déjà nous laissent réfléchir, peut-être un dernier message avant de conclure et te remercier. Xavier, je veux d'abord te remercier pour te dire que je trouve fantastique le rôle que tu veux jouer dans la création d'une narrative plus positive sur Haïti, mais aussi parce que tu es engagé à faire des choses concrètes, réelles, qui peuvent avoir des résultats demain matin. Qu'il s'agisse de cette émission, qu'il s'agisse de l'engagement du PNUD à collaborer avec plusieurs partenaires dans différents niveaux, ou tout simplement votre volonté claire de vous imprimer et d'être aussi rassembleur. Je pense que c'est extraordinaire. Je suis extrêmement fier d'être haïtien. Mon avenir est ici. Et mon avenir, je l'ai construit depuis beaucoup d'années parce que je suis avec beaucoup de gens. Je me suis entouré de jeunes et de moins jeunes qui pensent positivement et qui ont envie de créer une Haïti qui soit meilleure pour tout le monde. Et j'invite tout le monde à être franc avec eux-mêmes et à être intentionnels dans leurs actions. Évitez de faire les choses juste pour les faire. Haïti a besoin de tous et de toutes. Soyez le meilleur de vous-même, quel que soit le niveau de votre implication, parce qu'on a besoin de tout le monde. On conclut avec des paroles d'inspiration qui nous laissent réfléchir et je ne peux que te remercier d'être avec nous. Et je suis certain qu'on aura l'occasion de collaborer ensemble comme on l'a déjà fait. Donc Marc-Alain, encore un plaisir comme d'habitude. Merci. Et de nouveau, merci à tous et à tous. Marc-Alain. Haïti regorge de talents, elle regorge d'idées et ce qu'il faut aujourd'hui, ce sont des plateformes comme la tienne, Marc-Alain. Des réseaux comme le tien et pour que ces idées deviennent des projets, des entreprises, des solutions, mais aussi une instigation à l'action et à l'entrepreneuriat et une motivation de la jeunesse. Donc je peux dire que oui, Haïti capable pour prendre le virage numérique. Oui, Haïti capable pour former les innovateurs de demain. Oui, Haïti capable pour devenir un pôle technologique en Caraïbes. Donc merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cet épisode, à commenter, à faire entendre votre voix. Et de nouveau, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Oui, Haïti capable.